bonjour, donc je me présente rapidement, puis après on aura l'occasion de faire plus ample connaissance si vous voulez. Je m'appelle Paul Issoc, je suis le directeur de l'IA chez Septéo. Alors très rapidement, mon background, je suis plutôt développeur. J'ai commencé l'informatique il y a 25 ans maintenant, 28 ans, pardon. Et en fait, j'ai commencé pendant la frénésie des sites internet. Donc on était dans les années 2000 à peu près. Et en fait, j'ai commencé à travailler dans l'informatique un peu sur le tas. Je n'ai pas beaucoup de formation, j'ai eu le bac, voilà, pour être tout à fait transparent. Et en fait, j'ai tout appris sur le tas et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont donné les bonnes pratiques et les bonnes méthodes très rapidement pour pouvoir après évoluer dans les différents domaines, et notamment celui de l'intelligence artificielle. Après, j'ai occupé une place de CTO dans une start-up, et on était la première start-up en France qu'on pouvait apparenter à des legal tech, ce qu'on connaît aujourd'hui, et qui se basait déjà sur de l'IA pour extraire des mentions juridiques dans des documents pour les avocats, mais pas que, aussi pour l'Assemblée nationale, enfin tous les rédacteurs qui avaient besoin d'avoir des références de droit commun. Donc c'était plutôt sur le code civil, le code pénal, ce genre de choses-là, et puis aussi sur tout ce qui est lié à la jurisprudence. Suite à cette expérience, j'ai continué chez Septéo, et c'est là où on va un peu plus se focaliser. Septéo, peut-être que certains d'entre vous connaissent, un acteur majeur en Occitanie, et c'est surtout qu'on est spécialiste dans l'édition de logiciels sur des verticaux métiers bien précis. On est 7e éditeur de logiciels métiers d'après Ernst & Young. Donc ça, c'est un sondage, c'est le palmarès de 2023. J'ai hâte de voir celui de 2024. Et qu'est-ce que ça veut dire, logiciel métier? C'est qu'on adresse des métiers qui sont vraiment bien identifiés, notamment celui du notariat, des métiers du droit et du chiffre, l'immobilier aussi, la partie RH, et récemment la partie hospitalité, c'est-à-dire tous les métiers qui sont liés au métier du tourisme, de l'hébergement, voilà, ce genre de choses-là. Donc c'est pas pour autant qu'on loue des campings, mais par contre celui qui loue des campings utilise nos logiciels. Ça représente à peu près 240 000 personnes qui transitent par nos applications, et en fait on a cette particularité d'être derrière chaque moment de vie qui sont structurants pour un citoyen. Typiquement, lorsque vous achetez un bien immobilier, le notaire va utiliser une application qui est issue de Septéo. Si demain, malheureusement, ça arrive, si vous divorcez par exemple, et en fait vous allez rencontrer un avocat qui a de grandes chances d'utiliser une application Septéo. Voilà. Sur tous les différents moments un peu structurants de la vie d'un homme ou d'une femme, en fait, on est derrière chaque professionnel que nous équipons avec nos outils. Ça représente à peu près 3000 collaborateurs, le chiffre là, date de l'année dernière, donc on est 3000 collaborateurs. On acquiert des sociétés à pas presque militaires, parce que c'est vraiment avec une cadence effrénée. Depuis 3 ans, on a acquis à peu près une trentaine d'entités qui nous rejoignent. Ça représente à peu près 350 000 millions de chiffres d'affaires, et on investit aujourd'hui 30 millions en R&D. Voilà, donc une grosse partie d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, je passe cette slide un peu fiche mémo Septéo, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. On l'a compris avec la présentation précédente que l'IA c'est vraiment un facteur de performance. Donc avec l'exemple précédent, on a vu qu'on avait fait x3 sur la productivité, c'est ce qu'on recherche aussi chez Septéo. Mais il n'y a pas que la productivité, il y a aussi l'aide à la décision, et il y a aussi cette volonté de faciliter en fait la gestion documentaire. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels nous sommes aujourd'hui. Et peut-être dans une moindre mesure, parce que c'est une partie un peu moins visible, en fait, on utilise aussi de l'IA pour prévenir tout ce qui est risque cyber, etc. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont aussi stratégiques. Alors, l'IA avant, et après je vais décrire un peu l'IA d'aujourd'hui et celui de demain, mais l'IA d'avant, en fait, c'était pas forcément de l'IA générative. En fait, on a commencé à faire de l'IA depuis quelques années, depuis 2017, si ma mémoire est bonne. Et en fait, on avait déjà des outils à l'époque. Alors, ça pouvait être de l'IA
de type machine learning ou juste des systèmes experts. Je ne sais pas si c'est des mots qui vous sont familiers, mais c'était finalement des choses qui sont un peu plus, on va dire, compréhensibles pour le commun des mortels. En fait, les systèmes experts, ce sont des ensembles de règles, des dictionnaires ou même l'emploi de regex pour aller capturer des informations dans des documents. Le machine learning, alors je ne vais pas trop m'approfondir dessus, mais ce sont des techniques aujourd'hui qu'on dit traditionnelles, mais qui sont basées sur de l'entraînement. Et ça nous permettait en fait d'adresser des besoins qui étaient assez spécifiques à nos métiers. Typiquement, on va aller extraire des informations dans un compromis de vente. On va extraire par exemple le type de bien, le vendeur, l'acquéreur. Ce sont des choses qu'on extrait automatiquement grâce à nos IA pour faciliter la vie de nos notaires, pour faciliter cette phase de saisie qui est toujours celle qui est la plus rébarbative. Mais ce procédé, il est un peu coûteux. En fait, il demande beaucoup de données. Si on n'a pas de données, on ne peut pas faire de modèle de machine learning. Donc, il faut déjà collecter la donnée. Il faut qu'elle soit qualifiée. Il faut qu'elle puisse être nettoyée, anonymisée, parce que, encore une fois, on adresse des métiers qui sont assez sensibles et qui sont vraiment regardants au niveau de la confidentialité des données. Donc, on se doit de pouvoir utiliser des données qui soient propres et anonymisées. Et il y a toute une phase d'annotation aussi. Donc, je ne sais pas si ça, c'est des choses dont vous êtes consciente, mais l'annotation, c'est finalement, c'est comment est-ce qu'on donne à manger à l'IA et comment est-ce qu'on lui donne de la donnée qualifiée pour qu'elle puisse après, elle, pouvoir s'entraîner dessus. Bien sûr, il y a la phase d'entraînement. C'est vraiment ça qui est caractéristique de ce type de technologie. On entraîne jusqu'à ce qu'on en fait, on atteigne des scores qui soient suffisants pour pouvoir passer en production. Et dans notre domaine, on estime qu'un score de 85% de fiabilité suffit. Alors ça, c'est ce qu'on disait avant. Mais on se rend compte que 85% de pertinence sur un modèle, c'est même pas suffisant. Parce qu'en fait, au fil du temps, le modèle drift et nos taux de satisfaction baissent. Donc vous voyez, c'est des procédés qui sont coûteux, qui sont très longs à mettre en place. Pour un exemple, lorsqu'on a travaillé avec le notaire pour mettre une API basée sur du machine learning, on a passé à peu près un an de développement, de va-et-vient avec nos clients, et puis en interne aussi pour ajuster nos modèles. Donc ce sont des procédés qui sont coûteux, chronophages, et au final, par rapport à la qualité qui en ressort, on se demande si c'est bien la bonne approche qu'il fallait prendre. Et justement, je pense avec du recul que c'était la bonne approche, c'était avec les bons outils de l'époque, mais qu'aujourd'hui, grâce à l'IA générative, on peut faire beaucoup mieux. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans la slide d'après. En fait, ça va nous permettre, grâce à l'IA générative, d'adresser finalement tous nos professionnels et tous nos verticaux de manière beaucoup plus grande, beaucoup plus ambitieuse. Nous avons une soixantaine d'entités aujourd'hui qui sont tous demandeuses d'IA. Et c'est important de pouvoir leur proposer une solution qui leur permette très rapidement d'adresser le besoin de chacun de leurs clients. Le fait de faire du machine learning avec ce cycle qui est assez chronophage nous interdisait de passer à l'échelle. Et c'est ce qu'on essaie de régler justement à partir des IA génératives. Alors chez Septéo, on a cette particularité finalement d'être un petit peu à contre-courant des autres acteurs de la tech. On a décidé très vite de faire une IA in-house. Contrairement à d'autres acteurs qui se basent sur du OpenAI ou sur d'autres LLM publics, très vite, et aussi c'est parce qu'on adresse des marchés qui sont vraiment très réglementés, où encore une fois la confidentialité des données est quelque chose qui est au cœur de leurs préoccupations. On a décidé de monter tout un système, toute une plateforme qui se base sur une IA générative, mais in-house, donc hébergée dans nos data centers, qui est open source aussi, parce qu'on avait besoin aussi de pouvoir ouvrir le capot, spécialiser l'IA, la façonner en fonction de nos besoins. Même si, encore une fois, c'est un pari qui est ambitieux, ce n'est pas forcément le choix technique que prennent les autres acteurs, mais nous, on avait besoin de pouvoir contrôler tout cet aspect-là, et c'est ce qui a guidé notre choix. Ensuite, on spécialise vraiment cette IA pour le besoin de marché, et ça nous permet après d'adresser des fonctionnalités en standard. Bon, la génération de contenu, ça vous connaissez bien, grâce à ChatGPT,
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la capacité à rechercher des informations dans une base documentaire, et on utilise du RAG pour faire ça. Alors le RAG, c'est de la recherche documentaire basée sur de la similarité, hein, sur la vectorisation des documents. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra en discuter un peu plus profondément en aparté après. Et puis de manière un peu plus classique, tout ce qui est lié à la classification et l'extraction d'entités nommées. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on faisait par le passé, mais qu'on remet au goût du jour grâce au LLM. Et bien sûr, lorsqu'on inverse le procédé de génération, on peut aussi faire du résumé. Donc toutes ces briques techniques, on les met à disposition à travers une plateforme. Donc finalement, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme web. Une plateforme web qui permet d'avoir de l'IA en self-service. Donc il y a un pendant qui est visuel hein, pour nos PO, nos experts métiers qui peuvent tester la technologie. Mais il y a aussi des API derrière qui vont faciliter les intégrations dans chacun de nos produits. Alors, avec l'IA de Brain, donc Brain c'est le nom du programme, hein, mais derrière c'est des LLM, c'est toute la plateforme que je vous ai décrit. En fait, finalement, le cycle qui semblait un peu compliqué tout à l'heure, finalement, il s'est réduit à 3 étapes. La première, c'est l'écriture de prompt. Donc, voilà, on en a beaucoup parlé précédemment. On va pouvoir tester, valider l'information, et puis après, on va mettre en production. Alors ça, c'est la promesse. C'est un peu le discours commercial. En fait, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir un peu revenir sur cette expérience-là, ce qu'on a pu vivre chez CTO, toutes les difficultés que l'on a rencontrées pour mener à bien nos projets. Et il y a un aspect qu'on évoque très rarement, c'est celui de l'OCR. On travaille beaucoup avec des documents, donc c'est aussi bien des documents textuels, hein, c'est juste peut-être un mail, ça peut être un document numérique de base, mais ça peut être aussi un PDF scan. Et en fait, le fait de scanner un document rajoute beaucoup de complexité parce qu'en fait, il faut pouvoir osériser le document pour le rendre en état numérique pour pouvoir après l'étudier, l'analyser. Donc en fonction de l'OCR que l'on utilise, en fait, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Puis il y a des OCR qui fonctionnent très bien en français, peut-être un peu moins dans d'autres langues. Il y a des tableaux dans les documents qui potentiellement peuvent créer des biais lors de la reconnaissance. Il y a beaucoup de paramètres qui se jouent à cette étape-là. Et là, on n'a toujours pas fait d'IA. On a juste passé le document dans un OCR et puis on espère avoir un résultat de qualité. Ensuite, une fois qu'on a un OCR qui est à peu près performant, en fait, on se rend compte que malgré tout, même si on fait de l'IA et qu'on entend partout qu'en fait, c'est magique, on peut faire des trucs géniaux, etc., en fait, ce qu'on dit rarement, c'est qu'en fait, on n'a pas des résultats sûrs à 100%. Alors comment est-ce qu'on gère justement ce delta, contrairement à l'informatique de gestion qui est plutôt binaire, hein, avec des résultats qui sont très prédictibles. Là, on se retrouve face à une technologie où l'information, elle est délivrée, c'est bien, elle est délivrée peut-être de manière même assez naturelle, mais est-ce qu'elle est sûre à 100%? Est-ce que lorsque je l'appelle, il ne va pas y avoir des couacs? Tout à l'heure, on parlait de retry. Voilà, c'est ce genre de choses en fait, qu'il faut prendre en compte très tôt dans nos projets pour pouvoir après construire des interfaces qui épousent justement ces contraintes-là. Alors de la même manière que les résultats ne sont pas sûrs à 100%, en fait le format de sortie, il ne l'est pas non plus. Et comme on l'a dit encore tout à l'heure, on a besoin de formats structurés pour pouvoir interagir avec nos applications. Donc ça c'est un point qui est extrêmement important. On n'arrêtera pas d'appuyer dessus. On met de l'IA pour faire l'interface entre l'homme et la machine. La machine, elle, a besoin de données structurées. Donc il faut pouvoir s'assurer de la structure en sortie. Et puis quelque chose qui paraît finalement assez évident pour vous, hein, lorsque vous interagissez avec une IA, vous vous posez une question, hop, vous voyez en streaming la réponse s'afficher, c'est super, on a l'impression qu'elle réfléchit, et puis surtout qu'on a l'impression qu'elle réfléchit très vite et de manière instantanée. En fait, pour nos logiciels, finalement, ce streaming-là, ça devient une contrainte. Comment est-ce qu'on fait pour exploiter du JSON qui sort de nos IA de manière rapide et efficace, alors qu'en fait, finalement, le JSON, il peut mettre 6 à 7 secondes pour se générer. Voilà, donc ça, c'est des vraies questions. Donc pareil, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on écrit nos logiciels pour pouvoir prendre en compte toute la puissance des LLM, mais aussi toutes
toutes les contraintes qu'elles amènent. Alors, je vais finir par une slide, voilà, ça peut paraître assez évident pour chacun d'entre vous, mais c'est important de le rappeler. En fait, le succès d'une fonctionnalité, le succès d'un logiciel, c'est lorsqu'on adresse des vrais cas d'usage métier. Au-delà de l'effervescence et de tout le buzz autour de l'IA, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui veulent se mettre dans l'IA parce qu'on a bien compris que si on ne fait pas d'IA aujourd'hui, demain, potentiellement, on n'existera plus. Donc, en fait, il y a une course effrénée à mettre de l'IA partout, à gauche, à droite, dans des recoins du logiciel où potentiellement, on n'en a pas besoin. Et ça, je pense que c'est une erreur. Clairement, ce que nous a montré les expériences passées, c'est lorsqu'on met de l'IA pour faire le buzz, juste pour se positionner, celui qui trinque au final, c'est l'utilisateur. Alors super, il va pouvoir bénéficier de l'IA dans son logiciel, il va souscrire très vite, le commercial sera très content, et puis il va rappeler 2 mois plus tard en disant finalement, la fonctionnalité IA que vous avez mis dans le logiciel, en fait, elle ne me sert à rien. Et du coup, il résilie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait juste du buzz et on n'a pas adressé un vrai cas d'usage. On n'a pas répondu à un vrai besoin métier. Et c'est vraiment ça qui doit guider toute la démarche. Est-ce qu'en mettant de l'IA, ça règle un problème? Est-ce qu'en mettant de l'IA à cet endroit-là, ça apporte une solution? Peut-être pas. Un exemple très concret, j'ouvre un document, je le résume automatiquement. Super, est-ce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un résumé? Alors qu'en fait, lorsque j'ouvre un document, déjà, je vais l'étudier en détail parce que chaque détail compte, surtout pour nos métiers. L'approximation n'a pas sa place. J'ai besoin de savoir exactement le montant de la clause d'indemnité, par exemple. J'ai besoin de savoir exactement quels sont les griefs de mon client. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes. Et juste un résumé qui survole le contenu du document, c'est peut-être pas approprié. Par contre, le résumé en bout de chaîne, lorsque j'ai fait mon analyse, lorsque j'ai compilé toutes les informations qui me sont nécessaires, par exemple, pour transmettre le dossier à un collègue, oui, peut-être qu'à ce moment-là, faire un résumé de tout le travail de mes recherches, peut-être qu'à ce moment-là, il est un peu plus perspicace. Ensuite, il faut une UI et un UX qui soient adaptés à cette technologie-là. Encore une fois, lorsque nous, on a commencé à faire de l'IA, en fait, comme beaucoup, on a aussi appris en marchant et on a gardé les anciennes habitudes. On s'est branché sur Brain, on s'est branché sur d'autres IA publiques et hop, voilà, on a intégré la technologie comme si on a intégré une base de données dans nos logiciels. Mais en fait, c'est une erreur parce qu'en fait, elle a des particularités, elle a une façon de fonctionner qui est différente. Et lorsque on applique les mêmes méthodes sur de nouvelles technologies, potentiellement, ça peut coincer. Encore un exemple très concret, lorsque on fait de l'analyse de contrat ou d'assignation ou de compromis de vente, on va relever des informations très rapidement grâce à nos IA, mais il faut donner la possibilité de vérifier l'information. Si vous ne donnez pas la possibilité de vérifier l'information, en fait, vous mettez l'utilisateur dans une situation où elle est obligée de prendre l'information qui est fournie comme en tant que telle, sans pouvoir vérifier. Donc elle va dire, OK, j'ai une information, je vais l'intégrer dans mon ERP. Potentiellement, l'information est fausse. Du coup, vous mettez l'utilisateur en danger. Et lui-même met son client en danger. Donc il faut pouvoir doter nos utilisateurs d'un produit qui permet de vérifier les informations qui sont issues de l'IA. Et comment est-ce qu'on a fait ça? On a construit des interfaces avec une visionneuse qui permet de visualiser le document. Donc ça peut être un PDF, ça peut être un email ou d'autres types de documents. Et à côté, on met les informations qui sont relevées par nos IA. En cliquant sur l'information, ça nous positionne dans le document et comme ça, on peut vérifier la véracité de l'information qui est extraite. Donc ce point-là, il est extrêmement important, il est fondamental. Et vous verrez que si vous ne respectez pas cette règle-là, finalement, vous allez créer un produit qui est plutôt déceptif et qui ne va pas être utilisé. Et au final, ce que va faire l'utilisateur, c'est qu'il va ouvrir le document et il va faire comme ce qu'il faisait par le passé, il va relever les informations lui-même. Du coup, cette promesse de gain en productivité, finalement, on ne l'aura pas tenue. Un autre point qui est essentiel et qu'on a commencé à faire chez Septéo, c'est qu'on a acculturé
et on continue à culturer toutes nos équipes R&D à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. On ne peut pas utiliser la technologie comme ça en disant voilà c'est une base de données, voilà c'est, je sais pas, c'est une base de graphes ou n'importe, sans former à la technologie. Et c'est encore plus vrai avec l'intelligence artificielle, tellement en fait cette technologie est disruptive. Donc en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est former tous nos collaborateurs. On les forme au prompting, on les forme à GitHub Copilot pour pouvoir utiliser l'IA pendant le coding. Donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à faire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une formation au niveau du groupe, même si ce sont des personnes qui sont un peu plus loin du produit, du développement, pour comprendre comment est-ce qu'on utilise l'IA dans l'entreprise. Typiquement, on ne va pas utiliser des IA génératives pour questionner sur des informations qui sont liées à un client, parce qu'il peut y avoir une fuite de données. Et de la même manière, on ne va pas utiliser une IA générative avec des résultats qui peuvent potentiellement en fait, enfreindre la propriété intellectuelle de certains auteurs ou de certaines sociétés qui ont déposé leur code source et qui, pas parce qu'elle est publique, on peut l'utiliser, mais voilà, peut-être que potentiellement, en fait, on utilise du code qui est protégé. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, il y avait une notion de token. Est-ce qu'on peut utiliser autant de tokens qu'on veut, etc. Dans nos métiers, en fait, ça, c'est vraiment un point important. Lorsqu'on génère un résumé, c'est 1 euro le document. Lorsque vous savez que dans un cabinet d'avocats, ils brassent des millions de documents, du coup, peut-être qu'on n'a pas le même regard que si on utilise l'IA pour générer peut-être juste quelques prompts pour extraire des informations telles que le titre ou un montant d'un document. Donc là, ce sont des vraies considérations. Ça doit guider aussi nos choix. C'est pour ça que nous, en interne chez Septéo, on a une IA aussi in-house, c'est pour pouvoir aussi maîtriser cet aspect-là. Mais lorsque vous utilisez de l'IA dans vos logiciels, il faut pouvoir vraiment évaluer un coût, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va le payer, que ce soit vous ou les utilisateurs derrière que vous adressez. Donc ça, ce sont c'est quelques éléments que moi j'ai pu relever rapidement parce que ce sont les plus évidents. J'imagine qu'il y en a d'autres derrière et que je vais aussi découvrir parce que comme beaucoup, j'apprends en marchant, on n'est qu'au début de l'aventure. Mais je pense que c'était important de faire un focus sur ces 4 éléments parce que c'est ce que moi je vois tous les jours et ce qui est plutôt déterminant dans le succès de nos logiciels. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça peut être là ou plus tard pendant le cocktail. Mais voilà, je suis tout de suite. Pas de questions? Ah si, très bien. Bon, j'y vais. Vous parliez du coup du fait que votre modèle Brain est en on-prem. Pour les coûts d'inférence, j'imagine que ça va. Par contre, vous faites du RAG et du fine-tuning. Donc en termes d'architecture technique, est-ce que vous avez dû prendre des GPU un peu spécifiques, Bien sûr. des H100, etc. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est des coûts qui sont maîtrisés parce qu'on héberge ça in-house et du coup, on n'a pas cette tarification au token. Mais ça a quand même un coût au niveau infra. Et en fait, on est en partenariat avec Dell pour cet aspect infra. Et en fait, on a pris des GPU, donc c'est les derniers cris. Alors on a pris des H100. Donc, je pense que vous connaissez, mais il y a déjà les H200 qui sont dispo et d'autres types de GPU. Et effectivement, en fait, on se dote de GPU qui sont plutôt gourmands. Et ça, c'est aussi un sujet. Donc, ils sont assez énergivores, assez chers. Donc, on essaye de le faire en bonne intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire de l'IA générative lorsqu'on en a besoin. Et lorsqu'on a besoin de modèles beaucoup plus précis et qui peuvent être tout aussi performants que les IA génératives, on va passer sur des modèles qui fonctionnent sur du CPU. Ça nous permet en fait de ventiler et de le faire vraiment de manière intelligente pour préserver les ressources de notre planète, parce que ça c'est un vrai enjeu aussi.
c'est pas parce qu'on a des GPU et qu'on fait de l'IA et qu'on se dit bah, c'est cool, on a des super résultats, qu'en fait derrière, il ne faut pas regarder ce que ça peut consommer pour notre planète et l'impact environnemental de ce type de technologie. Voilà. Il y avait une deuxième question ici, c'était la même? D'accord. Bon, bah, je vous rends la parole du coup, et puis à très bientôt. Merci. Ah oui, pardon.